va démarrer. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau live RPS QVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Assia El Mastafi, qui est responsable des ressources humaines au Maroc, et elle vient nous parler de la question entre l'offre et la demande d'emploi sur le marché de l'emploi et à quand l'adéquation entre les deux. Voilà. Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, chers auditeurs, chères auditrices, et pour discuter autour d'une thématique qui m'intéresse personnellement. Le titre de mon intervention est, comme vous le dites, Sébastien, entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, à quand l'adéquation? Et avant d'introduire ma présentation autour de ces thématiques, je vais me présenter très rapidement. Donc, Assia El Mastafi, je suis responsable ressources humaines dans un groupe marocain qui opère dans plusieurs secteurs d'activité et qui s'ouvre aussi à des marchés à l'international. J'ai plus que 12 ans d'expérience dans la conduite de projets de développement RH associant des missions opérationnelles et stratégiques. Le recrutement et la gestion de carrière étaient toujours au cœur de ma fonction et de mes responsabilités. Et j'ai toujours travaillé dans un contexte multifilial. Et durant ma carrière, j'ai aussi eu l'occasion de collaborer avec des collaborateurs, des collègues et des partenaires étrangers ici et ailleurs. Donc, pour passer à notre thématique, il est clair que la question d'inadéquation entre l'offre et la demande sur le marché d'emploi est éternelle, c'est une question éternelle. Dans un monde, où nous vivons dans un monde en perpétuelle évolution et en perpétuelle mutation, le changement des tendances du marché de l'emploi devient de plus en plus déterminant et l'adéquation entre l'offre et la demande devient de plus en plus difficile. Et puisque la problématique résulte de causes multiples, l'inadéquation entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi devra certainement faire l'objet de multiples réponses et multiples solutions aussi. Donc, et ce sur divers fronts, politiques, socio-économiques, technologiques, environnementales. Et mon approche sera faite en fait sur deux niveaux d'analyse. Sur un premier temps, ça sera d'un point de vue macro et puis d'un point de vue micro. Sur le volet macro, on va dire que cette problématique n'est pas du tout simple. C'est pas un sujet qui est simple, mais un sujet qui est assez particulier et assez complexe. Et nous avons 4 paramètres qui rentrent dans la complexité de ce sujet. La permanence, l'évolution, la temporalité et la diversité, entre autres. Nous allons voir ça bien sûr dans les prochains slides et on va analyser paramètre par paramètre. On va analyser aussi le sujet d'un point de vue micro, donc plus technique, plus opérationnel. Et mon approche sera divisée en 2 volets. Volet recruteur et volet talent ou chercheur d'emploi. Et on va voir ça sur 4 axes aussi, donc les attentes des uns et des autres, les pratiques utilisées par les uns et les autres, les contraintes aussi rencontrées par les recruteurs et par les chercheurs d'emploi. Et puis, on va voir aussi des solutions qu'on peut envisager pour réussir le matching sur le marché d'emploi entre offre et demande. Donc, on va rapidement passer à l'analyse macro. Et donc, nous avons comme premier paramètre la permanence. Et donc, le sujet de l'adéquation entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi semble, comme je viens de dire, une question vraiment permanente et éternelle qui s'est toujours posée dans le passé, ça a toujours existé. Et c'est aussi une thématique d'actualité qui fait encore débat aujourd'hui. Et une problématique qui va persister, qui va rester toujours un sujet de réflexion dans les années à venir. Donc, le deuxième paramètre, c'est l'évolution. Donc,
il s'agit d'une problématique qui ne cesse d'évoluer, de muter dans le temps, vu le changement générationnel. Donc, quand on parle de génération X, c'est pas Y, c'est pas Z, c'est pas le millénium. Et aussi la transformation technologique et numérique qui est rapide. La forte progression aussi de l'automatisation et aussi selon différentes conjonctures. Et notamment, si on parle je vous donne l'exemple de Covid qui a tout bouleversé. Donc, ça, c'est une conjoncture assez spéciale et qui a vraiment accéléré la transformation. C'est aussi, mais ces changements qui sont pluriels exigent une forte évolution des compétences pour s'adapter au marché de l'emploi. Troisième paramètre, c'est la temporalité et nous avons plusieurs temps. Donc, les contraintes temporelles sont multiples et à différents niveaux, pédagogiques, économiques, politiques, organisationnels. Et je vous donne un exemple. Par exemple, si nous avons un nouveau besoin sur le marché de l'emploi, des entreprises qui expriment un nouveau besoin en compétences, en nouvelles compétences. Donc, cette urgence-là, ça peut pas être, le besoin ne peut pas être honoré rapidement, immédiatement, par des cursus, par exemple, d'enseignement ou de formation. Donc, la temporalité n'est pas sur la même ligne, si on veut dire. Donc, les contraintes économiques ou organisationnelles sur le marché de l'emploi, ça peut pas vraiment être au même niveau que les contraintes pédagogiques, ou même si on parle de haut niveau, par exemple, des plans politiques ou des plans stratégiques, ça se fait pas dans l'immédiat. Et d'où la complexité aussi du sujet. Et donc, ça, c'est le troisième paramètre, la temporalité. Le dernier paramètre, c'est la diversité. Donc, le sujet prend en compte plusieurs variantes et différents acteurs et parties prenantes, notamment la diversité sectorielle, géographique, catégorie professionnelle, nature de poste. Donc, on parle il faut tenir en compte, bien sûr, la nature des postes, les types d'emplois, les différentes catégories professionnelles. Si on parle de besoins, ça veut dire, est-ce qu'on a besoin de qualifications? Et là, on parle de main-d'œuvre. Est-ce qu'on a besoin de compétences? Et là, on parle de poste de cadre d'agent de maîtrise, ou bien nous avons besoin d'une expertise spéciale. Et là, on parle de poste de manager, de cadre supérieur ou de haut potentiel. Et quand on parle de diversité sectorielle aussi, c'est par région, ça veut dire les besoins ici, c'est pas les besoins ailleurs. Et aussi la diversité sectorielle, les domaines d'activité ou les secteurs d'activité n'ont pas les mêmes contraintes, n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas le même rythme d'évolution. Voilà, donc on va passer au premier sondage. Donc, une question très pertinente, très importante et aussi une question qui est permanente. Est-ce que les écoles et les formations d'aujourd'hui préparent nos jeunes au métier de demain? Ça sera le premier sondage. Donc, question directe, oui ou non? Voilà, donc vous pouvez aller sur la rubrique sondage et répondre. Ça a été commencé d'ailleurs. Voilà, donc là, quand on parle des écoles, c'est le système d'enseignement, le système d'éducation depuis l'enfance. Et quand on parle de formation, c'est bien sûr que ce soit la formation continue ou l'enseignement supérieur. Ce qui pose aussi la question de la temporalité, puisque le temps de formation est quand même assez long. Et lorsque on forme au métier d'aujourd'hui, peut-être plus qu'au métier de demain. Oui, exactement. Mais les métiers d'aujourd'hui, est-ce qu'on connaît déjà c'est quoi les métiers de demain? Donc déjà pour répondre à cette question. Donc si les écoles d'aujourd'hui forment pour les métiers de demain, est-ce qu'on a déjà défini, est-ce qu'on a une cartographie des métiers de demain?
est-ce qu'on a une visibilité sur les métiers de demain, que ce soit à notre niveau, au niveau de l'enseignement par exemple, ou que ce soit aussi au niveau des employeurs ou des chefs d'entreprise. Est-ce qu'ils ont un plan stratégique, un plan de croissance, un plan de développement, un plan de recrutement? Est-ce qu'ils font ça au niveau des entreprises, quelle que soit la taille? Est-ce qu'ils sont conscients ou est-ce qu'ils ont une visibilité sur leurs besoins de demain? Le résultat du sondage, en tout cas, indique que 100% des participants pensent que les écoles ne forment pas aux métiers de demain. Ouais. Très bien. Donc, en tout cas, ça, c'est un point qu'on va encore aborder lors de notre échange. Et on passera, juste pour respecter les 10 minutes de présentation, on va passer à la partie pratique. Donc, la première question, c'est quels sont les facteurs de motivation qu'un candidat cherche en premier dans son emploi idéal? Donc, là, c'est vraiment c'est une énumération de facteurs de motivation et d'attente de candidats, mais sans vraiment prendre en compte un ordre spécial. On va parler de rémunération. Donc, la rémunération, c'est pas toujours le salaire net qu'on perçoit en fin de mois, mais c'est l'ensemble les salaires, les avantages en nature, les avantages sociaux. Donc, tout ça rentre dans la rémunération. Il y a aussi la qualité de vie au travail. Et ça, c'est vraiment une notion dont on parle. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est de plus en plus présente dans le choix des entreprises pour les candidats aussi. Oui. Exactement, Sébastien, merci. Donc, quand on parle de qualité de vie au travail, c'est le cadre de travail, c'est aussi le climat social, c'est la vie sociale au sein de l'entreprise, c'est le sentiment de bien-être, le sentiment d'appartenance, le sentiment aussi d'équité. D'accord? Donc, dans le travail. Il y a aussi les conditions de travail. Donc, s'il y a une reconnaissance par les supérieurs, est-ce qu'il y a un respect mutuel? Est-ce qu'il y a une collaboration ou bien avec une collaboration réussie avec les collègues et les équipes? Et aussi, est-ce qu'on a une marge d'autonomie? Est-ce qu'on nous donne une marge d'autonomie au travail ou est-ce qu'on exécute et c'est suivre des instructions et il n'y a pas cette marge d'autonomie? Donc, ce que les jeunes cherchent aujourd'hui. Donc, il y a aussi la flexibilité et la proximité. Donc, et là, on parle d'horaire, on parle de lieu de travail aussi. La renommée de l'entreprise, et ça, c'est la marque employeur, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est innovante ou pas? Est-ce qu'il suit le rythme de l'évolution technologique? On va parler aussi les outils, les moyens, le matériel de travail. Est-ce que quand on est embauché, est-ce que nous avons une fiche de poste? Est-ce que nous avons une mission spécifique? Et est-ce qu'on a les outils dont on a besoin pour travailler? Puis la gestion de carrière. Est-ce que l'entreprise assure un plan de formation? Est-ce qu'il offre un plan de formation à ses collaborateurs pour le développement de leurs compétences et leur évolution dans leur poste? Il y a aussi un point qui est très important, c'est la culture et les valeurs de l'entreprise. La performance et la communication interne, ça c'est aussi important. Donc, quand on parle de communication, c'est ascendante et descendante. Et je connais même des entreprises d'où la nécessité d'avoir un intranet dans l'entreprise, c'est vraiment pour cette interactivité entre top management ou bien direction et le reste des collaborateurs. Aussi, les projets de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a une vision dans l'avenir? Est-ce qu'il y a une ouverture à l'international? Est-ce que l'entreprise ouvre ou développe ses affaires ou ses projets à l'international?
et puis le développement futur. Donc ça, ça va nous permettre de passer au deuxième sondage. Au niveau des résultats, la qualité de vie au travail, les conditions de travail, et puis la culture et la valeur de l'entreprise arrivent en tête. C'est vraiment ce qui semble le plus important. Arrive juste derrière la rémunération. Et puis les autres items arrivent ensuite. Donc c'est un petit peu la pyramide de Maslow qui est à l'envers. Voilà, qualité de vie au travail, conditions de travail et culture et valeur de l'entreprise. C'est vraiment ce qui semble essentiel. C'est clair. Donc, du côté du recruteur. Donc là, on va voir un petit peu les attentes du recruteur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il attend d'un candidat ou d'un talent qu'il veut retenir. Donc, quels sont les critères de sélection sur lesquels un recruteur se base en premier dans la recherche de son candidat idéal? Donc, il y a déjà les compétences techniques, comportementales et compétences managériales. Et ça dépend du poste, de la nature du poste ou de l'emploi. Donc, et quelle catégorie professionnelle? Si c'est un poste de responsabilité, on aura besoin de compétences managériales. Comportementales, c'est pour tout le monde. Et puis, il y a les compétences spécifiques, techniques spécifiques à chaque besoin. C'est le savoir-faire, le savoir-être, le leadership, le savoir déléguer, le savoir faire. Donc, et puis, la gestion des équipes et des conflits. Il y a aussi les soft skills. Et aujourd'hui, quand on parle de soft skills, on pense à la communication, les langues, mais au fait, les soft skills, c'est l'agilité, l'intégralité, l'autogestion, l'automotivation, la gestion de situations imprévisibles, la créativité, la flexibilité, la collaboration, tout ça, c'est des soft skills. Et j'ai un document, donc on parle de compétences pour le XXe siècle. Et il s'agit de 5 compétences clés pour le XXe siècle que le projet co-créatique a sélectionné dans le cadre de son projet. Et ils ont parlé de pensée critique, créativité, collaboration, résolution de problèmes et pensée informatique. Tout ça donne une compétence. C'est la co-résolution techno-créative de problèmes. D'accord. Ouais. Un seul mot. Les formations et les diplômes, il y a des entreprises qui se basent encore et qui appuient son recrutement sur la base des diplômes et des formations donc obtenues. Il y a d'autres recruteurs qui cherchent l'expérience. La polyvalence et la capacité d'adaptation, aussi le regard frais ou ce qu'on appelle le fresh eye, les bonnes références et réseaux, c'est aussi important parce que quand on a de bonnes références et aussi on a un large réseau, le travail devient plus facile, plus fluide, on peut réaliser beaucoup de projets à l'aide du réseau. Et ça ouvre des portes aussi. Donc, le réseau, c'est important aussi. Quand on veut recruter, on évalue aussi le réseau de la personne. Le recruteur aussi cherche l'autonomie et la prise d'initiative chez un collaborateur. Et son esprit d'amélioration, son esprit d'analyse. On cherche aussi la motivation et la passion. Donc, est-ce que la personne est passionnée par ce métier, par cette fonction ou par ce qu'il veut faire? Donc, quelle est sa vocation? On cherche aussi disponibilité et engagement. Et là, vous allez voir que la génération d'aujourd'hui, en revanche, cherche beaucoup plus la flexibilité dans l'emploi, alors que les recruteurs, donc la flexibilité de l'emploi, c'est-à-dire sans avoir un horaire fixe, télétravail, par exemple, des configurations ou organisations de travail. On parle aussi de différentes et flexibles. On parle aussi de
de travail à temps partiel. Mm. Et donc, c'est ce que les jeunes cherchent aujourd'hui aussi pour, à côté de leur réussite professionnelle, il y a aussi leur vie sociale qu'ils veulent réussir à côté. Donc, et les jeunes d'aujourd'hui cherchent toujours cet équilibre-là. Mais il y a du côté du recruteur, il cherche toujours la disponibilité et l'engagement du collaborateur. Un recruteur cherche aussi à optimiser son budget de recrutement. Donc, il cherche à trouver la perle rare, mais à moindre coût. Ah, pas trop cher. Exactement. Oui, oui. Donc, voilà un petit peu. C'est pas, enfin, la liste est longue, en fait, mais je suis restée sur ces éléments-là et on peut passer au Alors, au niveau des résultats, c'est les soft skills qui arrivent en premier pour le sondage. Après, ce sont les compétences comportementales qui sont en deuxième. Voilà, qui se dégagent vraiment du sondage. D'accord. Donc, on va passer maintenant aux pratiques, aux tendances, aux techniques et aux méthodes utilisées par les chercheurs d'emploi dans leur, les job seekers dans leur recherche d'emploi. Et vient en premier la candidature spontanée. Donc, sans répondre à une offre ou une annonce d'emploi, on peut postuler chez une entreprise, mais pas en réponse à une annonce. Il y a la réponse aux annonces, le job dating ou le speed networking, les réseaux sociaux maintenant comme LinkedIn, Viadeo et j'en passe. Les CV vidéo, ça c'est une pratique qui est très courante aujourd'hui par nos jeunes. Les job boards ou les plateformes de recrutement ou via des cabinets de recrutement. Il y a les organismes à l'aide de l'emploi. On parle ici au Maroc, on parle d'ANAPEC, l'équivalent de Pôle emploi chez vous en France. Il y a aussi des candidats qui cherchent le travail à travers des stages. Donc, plus ils passent de stages, plus ils ont de chances de décrocher un emploi au sein de l'entreprise qui les a engagés. Voilà, l'entreprise d'accueil. Et puis aussi, il y a le bénévolat, il y a les activités associatives et communautaires. Donc, là, les jeunes passent par ça aussi pour avoir plus de chances de gagner en visibilité chez les employeurs et les recruteurs. Ça permet aussi, le bénévolat comme ça permet aussi de développer des compétences complémentaires, périphériques. Ça, c'est sûr, oui, mais bien sûr. L'occasion d'élargir ses compétences et d'avoir une expérience aussi. Et surtout les soft skills. Donc, là, quand on fait du bénévolat, on développe déjà l'esprit de solidarité, de travail en équipe, de collaboration, d'empathie surtout, de bienveillance. Et ça, on en a besoin au sein des entreprises, avec nos collègues, avec nos partenaires, c'est quoi. Et aussi avec tout l'entourage professionnel. Donc, on peut passer au alors, juste avant, au niveau des réponses du sondage, c'était la réponse aux annonces qui arrive en tête. Ensuite, on a la candidature spontanée avec les réseaux sociaux. Et ensuite arrive le job board. Ouais. Toutes les plateformes, ouais. Très bien. Donc, passons aux techniques de sourcing et de sélection du côté du recruteur. Donc, quelles sont les tendances d'aujourd'hui pour la prospection ou le sourcing de talents? Donc, il y a la CVTech ou la base de données existante ou le vivier disponible chez l'entreprise. Il y a l'approche candidat, donc la chasse-tête ou l'approche directe. La cooptation. Donc, la cooptation, c'est on peut demander c'est le réseau? Oui, c'est le réseau aussi, ou bien en interne, on peut demander à un collègue s'il connaît quelqu'un de compétent qui peut recommander pour le poste tel ou tel. Les recruteurs passent aussi par les cabinets de recrutement.
les cabinets spécialisés en recrutement, surtout quand il s'agit d'un besoin vraiment pointu ou un haut potentiel, un poste de directeur ou de manager. Et surtout aussi quand il s'agit d'une urgence donc dans le recrutement et il faut vraiment gagner le temps pour avoir cette compétence. Il y a les forums, il y a les salons de recrutement aussi, il y a les campus universitaires, il y a aussi les recruteurs qui passent par des contacts avec des associations professionnelles. Ici, nous avons l'AGEF, nous avons ACC, donc Association Carrefour des compétences, et ça aide énormément les jeunes à travailler, à trouver des emplois et ça aide aussi les recruteurs à travailler à trouver les talents demandés. Oui, c'est des deux côtés. On parle aussi aujourd'hui d'algorithmes et intelligence artificielle. La réalité virtuelle, gamification, les entretiens vidéo, les recrutements mobiles, recrutement programmatique. Donc, tout ça aussi, le job board et réseaux sociaux, c'est aussi sollicité par les recruteurs, aussi bien que les candidats. Et il y a la mobilité interne. Donc, les recruteurs, des fois, préfèrent recruter en interne. Ils ont des compétences opérationnelles au sein de l'entreprise. Ils peuvent passer aussi par cette méthode-là. Et c'est très courant. Donc, déjà, pour l'optimisation du coût de recrutement et surtout que la personne retenue en interne et opérationnel. D'accord. Au niveau du sondage, c'est la CVTech et le vivier disponible qui arrivent en tête. Ensuite, ce sont les cabinets de recrutement et puis les job boards et les réseaux sociaux. Voilà. Mais quand on parle de recrutement, là, nous avons plusieurs techniques et méthodes, mais celles qui sont utilisées par les recruteurs qui ont la fonction de recrutement, ça veut dire comme responsable RH, je fais le recrutement au quotidien, mais dans le cadre de ma fonction. Mais le recrutement peut être aussi métier pour les cabinets de recrutement. Et là, les méthodes sont beaucoup plus développées parce qu'ils font du recrutement en masse et avec plusieurs partenaires et clients. Et donc, c'est là un petit peu la différence. D'accord. D'accord. Les plateformes. J'essaie de passer. Donc, ici, on va parler de les contraintes, les enjeux rencontrés par les chercheurs d'emploi. Donc, quelles sont les raisons déjà de désistement qu'un candidat peut avoir pour renoncer à une offre. Et là, vraiment, quand on parle de désistement, c'est tout au long du processus. Ça veut dire, ça peut être depuis l'entretien téléphonique ou après l'entretien physique ou même après l'intégration. Donc, un candidat peut renoncer à un poste même après signature de contrat. Donc, et les raisons sont multiples. Donc, que ce soit pour le candidat, comme je viens de dire, ou que ce soit par une nouvelle recrue. Voilà. Donc, les contraintes ou les enjeux qu'on peut rencontrer, c'est le processus trop long de sélection. Donc, aujourd'hui, un candidat postule et il attend une réponse rapide pour sa demande. Donc, et il est toujours dérangé par le processus qui prend un temps important. Donc, il y a le non-professionnalisme de l'employeur. Donc, alors que l'employeur doit toujours être exemplaire dans son recrutement et doit adopter une démarche professionnelle dans le processus de recrutement, mais surtout aussi professionnelle et humaine. Il y a la prise de risque, donc, surtout pour les candidats qui sont en poste. Donc, il va postuler après, il aura peur de perdre son emploi actuel et ne pas être vraiment confirmé dans le nouveau emploi et préfère reculer, voilà.
Il y a la non-correspondance de la réalité avec la fiche de poste. Donc, c'est les promesses de l'employeur. On décrit une mission et après, on peut subir la nouvelle recrue à d'autres missions qui sont en dehors de sa responsabilité et ça dérange énormément cette nouvelle génération. Manque d'outils et de matériel de travail. Manque d'accompagnement en période d'accueil, donc la période d'intégration, il n'est pas pris en charge, il n'est pas accompagné, parrainé en entreprise. Et là, ils se sont un peu perdus, surtout quand il y a manque de collaboration et non disponibilité de son entourage ou de l'équipe des parties prenantes, en fait, qui doivent être censées travailler dans les mêmes projets. Aussi, le manque d'écoute et le manque de communication, que ce soit en général, ça veut dire il y a manque de communication dans l'organisation ou bien le manque d'écoute du supérieur, par exemple. Il y a le flou organisationnel et ça, il y en a vraiment, c'est une problématique qui est très présente. Le flou organisationnel, on peut se trouver avec, je sais pas, moi, ça m'est arrivé, je ne vais pas dire en quelle période de ma carrière, mais ça m'est arrivé de me trouver avec 5 supérieurs. Il y avait le responsable hiérarchique, le responsable fonctionnel, le directeur hiérarchique, le directeur fonctionnel et puis le directeur du groupe. Et j'étais vraiment perdue, je savais pas qui satisfaire le premier, comment organiser mes priorités, à quelle requête répondre le premier et tout. Et si c'est bien, enfin si j'arrive à avancer avec un responsable, peut-être je serai en retard sur les projets des autres. Donc c'est un peu embarrassant. Le mode de management non adapté aussi, donc quand le supérieur adopte un leadership ou un mode de management qui n'est pas vraiment adapté à la personne, que ce soit autoritaire ou bien donc. Ça peut être aussi du management délégatif où la personne n'est pas prête. Participatif ou délégatif. Oui. Ouais. Il y a aussi la non-conformité des pratiques. Donc, quand on voit que cette entreprise est dans l'illégalité, dans l'illégalité, non? L'illégalité, exactement. Voilà. Et qu'elle est sur des pratiques non conformes aux normes, à la loi, par exemple. Donc, il y a des contraintes aussi familiales. Et une personne peut par exemple désister à un poste parce que elle n'est pas la seule à faire le choix ou elle n'est pas la maîtresse de sa décision. Il y a aussi les familles qui rentrent dans le choix. Ça d'un côté, par exemple, si c'est une fille, c'est les parents qui rentrent dans le choix du nouveau poste. Si c'est une femme, le conjoint peut aussi rentrer dans le choix et dans la décision. Mais aussi les contraintes familiales quand on parle aussi de garde d'enfants, donc et quand il n'y a pas de flexibilité d'horaire ou d'organisation de travail, la personne peut, après avoir réfléchi, peut désister à n'importe quel moment du processus de recrutement. Ouais. Il y a aussi les contraintes de mobilité, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Donc, je peux accepter aujourd'hui, mais après, quand je vais voir que si je m'installe dans une autre ville, je peux, par exemple, avoir des charges supplémentaires. Il y a aussi, mais surtout, c'est culturel ici au Maroc, il y a l'attachement familial et je connais dans mon entourage des personnes qui sont allées même à l'étranger, ils sont restés même pas un an, ils sont revenus pour des raisons de lien familial développés ici au Maroc. Donc, il y a le manque de reconnaissance, il y a la marge d'autonomie, l'absence de marge d'autonomie. Il y a le manque d'innovation, donc l'entreprise n'est pas innovante, n'est pas assez innovante du point de vue technologique, technique. Il y a aussi
l'ouverture sur le marché. Il y a des candidats qui préfèrent travailler avec des entreprises où il y a plus de mobilité, enfin, qui cherchent à travailler ici ailleurs, avoir des missions à l'international. Donc, ça peut être aussi un critère pour un candidat. Ouais. Pour un candidat. D'accord. Donc, là, il n'y a plus de sondage, non? Non, il n'y a pas de sondage là, oui. Du côté du recruteur, quels sont les enjeux et les contraintes qu'un recruteur peut rencontrer le plus souvent durant le processus de recrutement, enfin, de A à Z, depuis l'annonce de recrutement jusqu'à la fin de la période d'essai. Donc, il y a le manque de compétences requises chez le candidat. Donc, il y a aussi le manque de formation diplômante, parce qu'il y a des postes où l'on a besoin vraiment de diplômes et de formation initiale qui peut donner la chance à ce candidat d'occuper ce poste. Et cela surtout si on a des fiches de poste et on doit respecter bien sûr toutes les composantes de la fiche et toutes les conditions requises sur la fiche. Il y a l'évaluation des points faibles du candidat. Il y a les recruteurs, même en entretien, on n'arrive pas à évaluer les points faibles chez un candidat parce que un candidat a surtout tendance à montrer les meilleurs côtés, les meilleures qualités. Exactement, c'est ses qualités. L'évaluation des compétences interpersonnelles aussi, donc tout ce qui est relationnel, donc on ne peut pas vraiment l'évaluer en entretien. La cohérence entre le contenu du CV et puis les réponses en entretien, et ça on en trouve beaucoup. Donc il y a vraiment une contradiction entre ce qu'on dit et ce qu'on trouve sur le CV. Sinon, des trous dans les CV aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi les recruteurs ils sont dérangés par les trous de CV. Ça veut dire une année sans activité, sans travail. Et ça peut déranger un recruteur. Il y a les candidats qui manquent aussi de vision sur leur carrière. Ça veut dire, voilà, on a la compétence, mais est-ce que vous avez des objectifs? Qu'est-ce que vous projetez? Donc, nous avons des candidats qui sont un petit peu perdus. Et ça, quand on n'a pas d'objectif, on ne sait pas où aller. Donc, il y a le trou de CV dans la carrière, ça, je l'ai déjà mentionné. Les recruteurs aussi ont un problème dans la planification des entretiens et cela, c'est vraiment dépendamment des disponibilités des responsables qui rentrent dans la décision de recrutement. Oui. Et sinon, on est contraint à faire aller et revenir un candidat pour un même besoin, pour un même recrutement. Et cela dérange aussi les candidats. Donc, et c'est une contrainte aussi c'est une contrainte pour le recruteur. La capacité d'intégrer les nouvelles. Quand je parle de planification des entretiens et de disponibilité, c'est d'une part et d'une autre. Ça veut dire les parties prenantes dans la décision de recrutement, que ce soit le demandeur, que ce soit la direction qui demande, donc responsable direction ou des fois même la direction générale qui rentre dans la décision et la validation du profil. Et aussi la disponibilité aussi des candidats, surtout quand ils sont en poste. Donc, on n'arrive pas vraiment à croiser les agendas et ça prend les agendas et trouver vraiment un créneau qui convient à tout le monde. Capacité d'intégrer les nouvelles recrues aussi. Donc, il y a des employeurs qui sont pas capables de suivre l'intégration et d'accompagner la nouvelle recrue pendant sa période d'accueil. Et ceci dû aussi à la disponibilité des responsables des départements, pour vraiment assurer une tournée, ça doit vraiment impliquer tout le monde et le recruteur a du mal à assurer tout ça. La capacité de tenir les promesses aussi.
Donc, on peut parler début d'engagement d'une augmentation de salaire ou d'un avantage qu'on va, par exemple, octroyer à la personne après une période de son intégration ou bien après sa période d'essai après confirmation. Et c'est cette capacité aussi de tenir les promesses, que ce soit de point de vue budget ou organisationnel. Les recruteurs sont aussi contraints à des standards très lourds dans le processus de recrutement et que surtout dans les multinationales quand on a des procédures strictes ou lourdes et qu'on doit vraiment respecter à la lettre, à la ligne. Et ça peut être aussi une contrainte pour un recruteur. Les 3 critères de sélection. Et ça, je vais vous donner un exemple lors de notre échange. Les 3 critères de sélection aussi, ça tue le recrutement. Et je vous donnerai un exemple lors de l'échange. Du côté des talents, quelles sont les solutions pour qu'un candidat décroche le job qu'il cible? Et là, je vais aller très vite parce que, faute de temps, donc soigner et marketer le CV. Il faut suivre les nouvelles tendances de recherche d'emploi, donc être vraiment à jour avec les nouvelles tendances et on veille vraiment sur les nouvelles pratiques de recherche d'emploi. Il faut élargir son réseau professionnel et social, bien choisir les stages aussi, ça c'est important. Il faut améliorer son niveau de communication et d'argumentation pour pouvoir se vendre et puis bien transmettre ses idées. Il faut se faire un bilan de compétences. Là, Karine, elle va être d'accord avec moi pour ces lacunes. Et développer les soft skills, on en a parlé. Apprendre plus que langue étrangère. Ça peut être un atout, surtout maintenant dans cette ère de globalisation, de mondialisation. On a besoin de maîtriser plus qu'une langue et ça donne beaucoup de chance. Faire de sa passion son métier. Donc, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut avoir aussi une vision et aller jusqu'au bout de ses ambitions. Se renseigner sur le marché du travail. Lister les entreprises qui nous intéressent, les entreprises cibles. On doit avoir une liste pour avoir se donner un objectif au niveau des entreprises qui nous intéressent. Et puis, se renseigner aussi sur l'entreprise avant l'entretien, avant de passer l'entretien. Il y a les sites web, il y a les pages sur les réseaux sociaux des entreprises. Donc, on peut se renseigner sur la structure avant de passer l'entretien. Pour le recruteur, les solutions pour qu'un recruteur réussisse ses recrutements. Donc, il y a l'élaboration des plans de recrutement sur les années à venir. Donc, il doit avoir une prévision, une projection, une visibilité sur les recrutements ou ce qu'on appelle le forecast du recrutement. Préparer les viviers de candidats pour faire face aux besoins en urgence, les besoins qui sont urgents. Donc, si on a un vivier, on peut gagner en réactivité pour répondre et honorer les besoins. Utiliser plusieurs canaux, donc ne pas se contenter que de la CVTech ou les réseaux sociaux. Bien, il faut diversifier vraiment et pour se donner plus de chances d'avoir plus de candidats. Il faut améliorer sa marque d'employeur. Et ça, c'est un sujet à part. Donc, la marque d'employeur, c'est vraiment tout un champ. Optimiser le processus de recrutement, éviter la perte du temps. Donc, il faut tenir à respecter les horaires d'entretien et donner la localisation, permettre aux candidats de se présenter à l'heure et puis se faire disponible aussi dans le créneau, respecter le créneau donné. Il y a des recruteurs qui font attendre encore leurs candidats dans des salles d'attente et ça, ce n'est plus acceptable. D'accord ? Donc, il faut éliminer la discrimination, que ce soit de couleur, de région, de femmes ou hommes. Donc, tout ça. Faire les entretiens
Faire de l'entretien un échange. Donc, un entretien, il s'agit d'un échange. Il n'y a pas. Le recruteur n'est plus en position de force. Ce n'est pas un interrogatoire. Il s'agit bien d'un échange entre deux. Enfin, c'est une relation de gagnant-gagnant. Et donc, c'est vraiment un moment d'échange entre les deux parties. Il faut préparer les fiches de poste aussi, que ce soit des fiches de poste claires. Comme ça, le candidat peut évaluer sa capacité ou bien sa volonté de répondre à ce besoin ou d'assurer ces missions-là et sa motivation pour ces missions. Concrétiser les promesses, il faut vraiment concrétiser les promesses avec la lettre d'engagement parce que surtout quand un candidat est en poste, il ne peut pas prendre le risque de quitter ou de déposer la démission alors que il n'y a pas cette promesse écrite et concrétisée. Préparer les programmes et les plans d'intégration des nouveaux recrues, donc à l'avance, pour que le candidat, une fois atterri, il doit avoir une visibilité sur ses premiers jours et sur sa tournée en entreprise. Et puis, il y a la valorisation des talents en interne, parce que quand un candidat voit que cette entreprise valorise ses talents, cela rentre aussi dans la marque employeur. Il est motivé pour l'intégrer, pour en faire partie. Bien sûr, ouais. Voilà. Donc, et on va conclure. Donc, on a parlé, on a vraiment analysé cette problématique d'un point de vue macro, d'un point de vue micro. On peut avoir l'occasion de développer encore plus ces points. Mais moi, pour résumer, c'est que pour réussir leur vie, nos jeunes doivent vraiment apprendre qu'il n'y a pas qu'une seule porte de réussite. Il y en a plusieurs. Et chaque porte a une clé. Et un jeune doit avoir au moins 3 clés essentielles. Il s'agit des 3 œufs. Et ce n'est pas les œufs qu'on mange, mais c'est les œufs d'emploi, employabilité et entrepreneuriat. Et lorsqu'une porte se ferme devant une personne, il va trouver certainement d'autres clés pour en ouvrir d'autres. Et donc, quand on parle d'emploi, la personne doit être… la formation prépare nos jeunes pour occuper des emplois. Mais cette personne-là doit être vraiment employable. Si elle n'a pas réussi à trouver un emploi, elle doit pouvoir être capable de switcher vers un autre domaine, un autre poste, une autre spécialité et vraiment être convertible, si on veut dire. Et si cela ne marche pas, et doit prendre le risque dans l'entrepreneuriat et avoir cet esprit d'entrepreneuriat qu'on doit vraiment développer à l'âge de l'enfance. Ça, on doit l'apprendre à l'école. Et c'est ça, préparer une jeunesse au métier de demain. On n'a pas forcément une idée sur ce que peut être les métiers de demain. On peut avoir une idée sur les domaines, par exemple, c'est l'intelligence artificielle, c'est la médecine, c'est l'environnement, la santé, les énergies renouvelables, mais les soft skills, c'est surtout ce qu'on doit apprendre dans l'école pour pouvoir intégrer un monde professionnel de manière réussite et de manière… D'accord. Je pense avoir terminé la présentation et j'attendrai avec plaisir vos questions, vos commentaires, vos interventions. Merci beaucoup, Assia, pour cette présentation qui est vraiment exhaustive. Il y a quelques questions, en fait, qui sont déjà parvenues. Alors, est-ce que, Pascal nous demande si vous aurez une visibilité sur les pays les plus professionnels et innovants en matière de recrutement dans le monde.
Vous êtes au Maroc, en tout cas moi, pour ma part, je suis en France. Il y a des participants qui sont aussi en Afrique, en Europe, là. Est-ce que votre expérience, vos connaissances vous permettent d'avoir un avis sur ce sujet, sur la visibilité, sur les pays les plus professionnels et qui sont les plus innovants sur le recrutement? Pascal dit, la France n'est probablement pas parmi les plus innovantes à ce jour. Qu'est-ce que... Moi, je dirais il y a la Corée, Mhm. il y a aussi les États-Unis, si on parle de la Silicon Valley. Ouais. Donc, Sur la Corée, est-ce que vous avez quelques éléments particuliers en fait si on parle de Samsung, par exemple, ou, Ouais, voilà, donc ça, c'est un exemple. Mais j'ai parlé de la Corée parce que c'est vraiment, ça peut devenir la première destination des Marocains, ah, des jeunes talents. d'accord, C'est vrai, donc maintenant, les, ça peut devenir vraiment la première destination des Marocains. Et, d'accord. C'est quoi qui attire en Corée? C'est la qualité de vie au travail, c'est le fait que l'on puisse donner la chance à des personnes sans forcément qu'ils aient beaucoup d'expérience ou d'accord. Donc déjà, les Marocains, ils sont fascinés par le mode de vie des Coréens. Mhm, Et puis aussi sur leur développement technologique qui est rapide. mhm. Donc, et les jeunes d'aujourd'hui, ils cherchent beaucoup plus ça. D'accord, d'accord. Il y a une autre question de Pascal aussi sur la part qui est attribuée à l'expérience et au diplôme, et puis la part qui est attribuée aux soft skills à côté. Qu'est-ce qui est le plus important à votre avis aujourd'hui, ou pas forcément à votre avis, mais aussi ce qui peut se faire et peut-être qui est le contraire de votre avis hein, dans le recrutement actuellement? Vous savez que les jeunes d'aujourd'hui réclament ce point-là, c'est le fait que les recruteurs cherchent toujours ce critère d'expérience et ils disent Hmm, comment on va avoir une expérience si on ne nous donne pas la chance d'en avoir, d'en faire. bien sûr. Ouais. Alors, on est des jeunes de 25 ans, de 26 ans, et là, j'ai lu beaucoup de posts et de publications autour de cette question-là. Et puis, si on ne donne pas la chance à ces jeunes-là pour acquérir de l'expérience, comment ils vont en faire? C'est pourquoi moi, je recommande aux jeunes d'aujourd'hui de choisir bien leur stage, de faire des stages, de ne pas en arrêter, parce qu'ils vont acquérir de l'expérience Bien euh, sûr, ouais. en passant des stages comme ça, mais vraiment des stages où ils vont s'impliquer dans des projets, réaliser vraiment et apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise. Ça sera leur argument en entretien. Où, et puis, ils peuvent vraiment mentionner ça dans leur CV. Il y a aussi le CV vidéo qui permet enfin, de se vendre d'une manière Plus dynamique et ouais. plus dynamique et plus captivante. Et puis on voit aussi la personnalité de la personne dans le CV vidéo. Elle parle, elle s'exprime. On a une idée de qui elle peut être. Visuel comme on est. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Une question en fait que Raïssa pose et moi je la rejoins tout à fait sur cette question-là. Quelle est la place de la qualité de vie au travail en Europe? On a de plus en plus, en tout cas en France, cette notion de conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On a aussi la volonté de plus en plus de rendre le temps de travail, l'exercice même du travail, de plus en plus, j'allais dire, confortable, mais c'est pas vraiment le mot. En tout cas, qu'il y ait une qualité de vie pendant l'exercice du travail qui s'améliore. Quelle est la position du Maroc sur ça? Est-ce qu'il y a une... Et puis peut-être qu'il y a aussi une différence entre des grands groupes internationaux comme on a en France et puis des entreprises plus petites qui ont peut-être pas la même culture d'entreprise et le même rapport au travail. Comment ça se passe au Maroc?
La vérité, on est loin de cette flexibilité-là et de cette possibilité de pouvoir articuler entre vie personnelle et professionnelle, mais surtout pour les femmes mariées ou mamans. Et moi, je connais des exemples de femmes qui occupaient des postes de management, des ingénieurs même, et qui ont renoncé à leur poste juste pour pouvoir garder leurs enfants et assurer leurs responsabilités de foyer, de parents, exactement. Mais surtout, c'est la femme qui subit cette responsabilité plus que l'homme. C'est elle qui subit plus de corvées domestique, domestiques, exactement. Et c'est elle qui fait des concessions en fin de compte. Et c'est vraiment dommage parce que nous avons même, au sein de notre organisation, nous avons perdu une compétence. Vraiment, c'était dommage qu'elle ait pris cette décision de quitter juste, parce qu'elle n'a pas pu assurer entre vie perso et vie professionnelle, et professionnelle. Et c'est pas le seul, le seul cas. Il y a des femmes aussi qui ne cherchent plus d'autres opportunités d'emploi juste pour garder cette stabilité et proximité entre lieu de travail et lieu de vie. Et lieu de vie. On a une autre question en fait aussi intéressante. Excusez-moi aussi, et parce que c'est dû à quoi? Parce qu'il n'y a pas de flexibilité de travail ici au Maroc et le télétravail n'est pas réglementé. Et nous n'avons pas cette possibilité de faire du travail à temps partiel. Donc, le temps partiel n'est pas possible. C'est vraiment très rare. C'est vraiment le choix de quelques minorités d'entreprises, mais c'est pas vraiment une pratique courante ici au Maroc. Et avec la crise sanitaire qu'on connaît actuellement, est-ce que le télétravail s'est plus développé, j'imagine, avec le confinement, etc. Oui, cela a été imposé, parce que vu les risques qu'on aurait pu prendre au milieu de travail. Donc, ça vraiment, mais surtout, on a opté pour le télétravail, on opte pour ça vraiment en période de confinement, ou si par exemple une entreprise trouve un cas suspect ou confirmé au sein de l'entreprise, on essaie de passer au télétravail surtout avec l'entourage de la personne suspecte, par exemple, mais c'est vraiment pas général. D'accord. Mais je connais une structure qui a vraiment opté à 100% pour le télétravail, c'est Outsocia. Et vraiment, ça a été félicité. Le président directeur général, il a vraiment cartonné sur la question. Est-ce que le fait qu'il y ait eu cette première expérience forcée du télétravail, qui peut, dans certains cas, quand c'est vraiment discuté, aménager, améliorer aussi la qualité de vie au travail et permettre peut-être aussi à des femmes de concilier plus leur vie personnelle et leur vie professionnelle, est-ce que le fait que ça a été forcé là, avec la crise sanitaire, va amener à une prise de position législative? Est-ce que des lois sur le travail peuvent évoluer dans ce sens-là, selon vous? Aujourd'hui, c'est juste des choix d'entreprise, c'est vraiment des pratiques. Mais une loi, il y a des décisions qui sont provisoires. C'est vraiment pas des lois, si on veut dire. C'est pas des lois officielles qui réglementent la question. Peut-être que ça va amener certaines entreprises à faire des accords d'entreprise sur la question du télétravail. Ça le faut. Oui, c'est vraiment le temps, c'est le moment de vraiment réfléchir à la question. Il y a une autre question sur les jeunes qui sont sur le marché de l'emploi. Et est-ce que vous pensez que certains jeunes talents peuvent consommer des postes, un peu comme on consomme des brosses à dents, ce qui pourrait amener en fait la question de l'échec de l'entreprise à retenir les jeunes talents? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que c'est un état d'esprit
de cette nouvelle génération à se dire, bon, je prends un travail, je travaille un an et demi, puis j'arrête, je vais faire autre chose, ou je prends 6 mois de vacances? Ou est-ce que c'est un échec de l'entreprise à retenir et à savoir fidéliser ces jeunes talents? Euh, alors ça, c'est vraiment, ça dépend du secteur d'activité. Si on prend l'hôtellerie, Mhm. c'est CHR. Donc, CHR, c'est tout ce qui est café, hôtellerie, restauration, et c'est l'équivalent de l'ORECA chez vous en Europe. Mais c'est vraiment des talents, là, c'est vraiment des profils qui voltigent. Ils Mhm. restent 2 mois, 3 mois, et puis ils cherchent Autre chose? Ouais. une mobilité comme vraiment exceptionnelle. Ils peuvent faire 2, 3 entreprises Dans l'année? dans l'année, par exemple. Et Ouais. ça, c'est pas vraiment, j'abuse pas si je le dis, mais moi, j'ai vu des exemples parce que moi, j'ai recruté pour l'ORECA et c'est vraiment incroyable comme ils sont, hein, comme ils changent de D'entreprise comme ça. d'entreprise. Oui. Euh, il y a aussi peut-être le domaine de marketing, tout ce qui est, enfin les vidéastes, les community managers, tout ce qui est demandé vraiment, toutes les Mhm. compétences qui sont demandées, c'est vraiment les compétences qui voltigent et qui changent d'emploi beaucoup plus que les autres. Ils sont moins stables que dans d'autres autres Mhm. métiers ou autres domaines de compétences. Euh, D'accord. J'espère avoir répondu. Oui. Il y a Sophie aussi qui nous demande si la culture est un frein à l'évolution d'une entreprise. Voilà. En fait, la culture d'entreprise elle-même, je suppose, hein, serait un frein à l'évolution de l'entreprise. Il y a peut-être des habitudes que l'on a comme ça, qui sont devenues, plus que des habitudes, qui sont devenues des dogmes et des injonctions à faire d'une manière et qui n'ont pas d'autre valeur que d'être un dogme et qui freinent l'évolution des entreprises. Quel est votre avis sur ça? Cela dépend de la culture de l'entreprise, de quelle culture on parle. Par exemple, il y a des Hum, entreprises qui imposent, par exemple, un code vestimentaire et ça limite la liberté de se vêtir. Les jeunes d'aujourd'hui imaginent le milieu de travail comme à la Google. Ça veut dire hum, ils peuvent venir décontractés. C'est pas comme costume, cravate et vraiment porter classe pour venir assurer cette mission dans la journée. Donc il y a cette culture-là aussi. Euh, je vois pas vraiment quel genre de valeur ou d'accord. En tout cas, la culture de l'entreprise, c'est les valeurs. Et les valeurs, c'est surtout des valeurs positives. Quand on parle de valeurs, Hum, on parle d'empathie, de solidarité, d'exemplarité. Euh, donc, ça doit vraiment être positif. Mais donc, il peut y avoir d'autres exemples. d'accord. Et à titre personnel, moi j'ai une question, enfin j'ai quelques questions à vous poser. Euh, Quels seraient les écarts qu'il y aurait entre les attentes du recruteur, hein, des ressources humaines par exemple, et puis celles que le candidat amène et qu'il faudrait réduire pour que la rencontre se fasse vraiment? Ça va? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous Oui. plaît? Parce que j'ai Que- pas- Quels, quels seraient les écarts, les différences qu'il y aurait entre les attentes qu'ont les ressources humaines dans le recrutement pour un candidat et ce que lui, le candidat, amène. Est-ce que vous avez l'occasion d'observer, finalement, vous dites peut-être, mais systématiquement, il manque ça chez tel type de candidat, on attend que les candidats aient telle qualité, telle compétence et on les a pas. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui se dégagent? À part les soft skills, Sébastien, je vais parler de flexibilité versus disponibilité. C'est surtout ça, Ouais. c'est là où on n'arrive pas à croiser les attentes des uns et des autres. Donc, les entreprises cherchent des personnes qui sont là, présentes physiquement, qui même peuvent travailler au-delà des heures de travail, qui sont toujours connectées au travail, même chez eux. Donc, mais vous,
au moins vous avez la loi de la La déconnexion, ouais, en France, oui, ouais. mais ça, on n'a pas. On peut faire appel à nous même quand on est en congé, même nuit, même. Donc, vous voyez, donc c'est ça. Et de l'autre part, les jeunes, ils cherchent plus de flexibilité dans leur vie. On ne parle pas juste parce que il y a les contraintes familiales, les mamans, des enfants, salariés, enfin, les mamans salariées, les femmes. C'est aussi un choix. Les jeunes cherchent à assurer, avoir un équilibre, à vivre cet équilibre entre responsabilités professionnelles aussi, leur vie sociale, les aventures qu'ils veulent vivre. Les jeunes d'aujourd'hui veulent découvrir le monde, veulent voyager, veulent avoir un temps libre pour eux. Et cela, on ne peut pas croiser entre les deux, c'est contraignant. D'accord. Il y a Karine qui nous demande quelle est la formation en entreprise au Maroc. Et en fait, sa question, c'est qu'en est-il de la formation en entreprise au Maroc et puis la part de la formation des permanents. Est-ce qu'il y a beaucoup de formation continue pour les salariés ou pas? Comment ça se passe? Chaque entreprise a son plan de formation annuel. Oui. C'est tout un dispositif entre OFPPT et GIAC et c'est remboursable à un taux. Donc, les entreprises cherchent vraiment à bénéficier de cet avantage-là parce que c'est remboursé par l'État et en même temps faire bénéficier aussi leurs collaborateurs à développer leurs compétences. D'accord. Mais il n'y a pas que ça aussi. Je peux vous donner aussi d'autres exemples. Il y a par exemple l'Institut de formation au métier de l'industrie automobile. Qui a réalisé des plans de formation adaptés aux besoins du secteur automobile. C'est spécialement pour le secteur automobile. Et ce sont des instituts de formation qui sont dédiés au secteur automobile, mais qui participent aussi au cours de formation et à l'embauche. Et aussi, les formations à l'embauche et puis on continue des salariés. Donc, ils forment pour préparer des compétences à embaucher et aussi ils forment les compétences en interne des entreprises d'automobile, du secteur automobile. Il y a aussi les conventions entre les entreprises et l'OFPPT, donc l'Office de formation professionnelle et de la promotion du travail, ou encore aussi l'ANAPEC, l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences. C'est l'équivalent de Pôle emploi, comme je viens de dire, en France. Et ils ont comme objet, pour objet la formation des compétences liées à des métiers bien ciblés par entreprise, par les entreprises concernées. Par exemple, les conventions qui ont été signées en 2016 par Air Arabia avec Ismaila, c'est l'institut spécialisé dans les métiers de l'aéronautique et la logistique aéroportuaire. Donc, ces formations-là, c'est vraiment des formations par compétences qui ciblent des compétences requises par les entreprises dans un secteur donné. Je peux donner encore un exemple qui est… là, je parle de la préparation de profils pour un besoin ciblé, par un secteur ciblé. Donc, on va parler aussi d'un autre exemple sur la ville de Ouarzazate, étant considérée comme au lieu du Maroc. Si vous le savez, il y avait de nombreux films qui ont été primés, enfin des films primés qui ont été tournés dans cette région, comme Babel, Laurence de l'Arabie, Games of Thrones, Sahara, Gladiator, Obélix et Astérix et j'en passe. Et cet exemple-là que je vous cite, c'était pour répondre aux besoins de l'industrie cinématographique, qui est une industrie qui est évolutive. Et il y avait des créations d'un centre de formation dans cette région-là, des formations du métier du cinéma pour préparer des profils requis par ce secteur. Il y a aussi des écoles d'ingénieurs ici au Maroc
Il y a une école d'ingénieurs à Meknès, je vais vous citer cet exemple de l'adaptation de l'enseignement supérieur et son écoute au marché du travail. Et, dans cette école d'ingénieurs, elle a intégré une nouvelle branche pour répondre aux besoins en compétences dans les énergies renouvelables, notamment éoliennes et, Éolienne, ouais. voilà, et solaires. Euh, et ça, c'est vraiment un secteur qui devient stratégique commun. Mhm. Donc, il y a des efforts, c'est juste pour vous dire que il y a des instituts, il y a des écoles qui vraiment qui ont tout compris et qui suivent le rythme, qui essaient de suivre le rythme de l'évolution et puis qui sont vraiment à l'écoute des besoins du marché. Mhm. Il y a une question intéressante aussi qui est posée, c'est en fait souvent quand on postule pour des emplois, on a très peu de retours, de réponses hein, des employeurs, des recruteurs. Et en fait, la question c'est est-ce que ce manque de retour suite à un entretien de la part du recruteur, est-ce que c'est une cause du manque ou enfin du changement d'état d'esprit des jeunes talents? Le fait qu'ils aient peut-être le sentiment que finalement on ne leur accorde pas assez d'attention, puisqu'on ne prend pas la peine de leur envoyer un message ou un courrier ou de les appeler pour leur dire ce qui manquait peut-être dans leur profil. Mm-hmm. Et ça les amène eux aussi à devenir de plus en plus consommateurs, peut-être un peu comme certains recruteurs peuvent faire un peu leur marché dans la liste des CV qu'ils ont sans forcément prendre en compte l'individualité de la personne et prendre le temps de faire un retour particulier à chacun. Ça, c'est vraiment un problème qui existe dans les deux sens. Il y a des employeurs vraiment qui ne sont pas professionnels ou sinon, c'est des employeurs qui travaillent sur plusieurs dossiers, ils ne peuvent pas vraiment accélérer la démarche plus qu'ils ne peuvent le faire. Mmh. Donc, les candidats, ils sont en besoin de trouver un emploi. Et donc, ils ont à avoir une réponse, mais ils sont toujours euh, ils peuvent suivre leur dossier s'ils veulent, ils peuvent recontacter le recruteur, que ce soit par écrit ou par téléphone, Mmh. et demander quel statut, ça veut dire en quel statut le dossier de recrutement, le dossier de candidature est arrivé. Donc, il est à Mmh. quel statut. Donc, c'est vraiment légitime, c'est vraiment faisable. Et, mais vous avez parlé de ce non-professionnalisme du côté du recruteur. Oui, oui. Malheureusement, cela vraiment existe. Et Oui. On a tous connu ça en fait. On postule sur des postes, on passe quelques entretiens, et puis enfin, on passe peut-être un entretien ou même tout simplement on envoie une lettre de motivation, un CV ou on fait une vidéo comme on nous le demande, et puis on n'est pas sélectionné, on n'a absolument aucun retour sur ce qui s'est passé, ce qui a manqué pour qu'on puisse être sélectionné, et donc ça n'aide pas non plus aussi les candidats à pouvoir mieux répondre aux attentes des recruteurs. et cela casse vraiment la confiance Hum, entre candidat et recruteur. Et même si un candidat se trouve avec un recruteur plus professionnel en avenir, il y a toujours ce doute oui. de Il y aura une méfiance, oui. Ouais, ouais, méfiance et un doute. d'accord. Une autre question sur le Maroc. Est-ce qu'il y a des facilités de stage en alternance au Maroc? Des formations en alternance entre les écoles et puis les entreprises pour que les étudiants finalement deviennent plus rapidement opérationnels que s'ils faisaient que du temps d'école? Moi, personnellement, on m'a jamais demandé un stage d'alternance. Il y a des stages d'observation, il y a des stages Mhm, de FE, donc stage de projet de fin d'études. mhm. J'ai jamais reçu un stagiaire en alternance et je pense pas que c'est vraiment une pratique Courante, courante d'accord. ici au Maroc. Ça peut exister, mais bon, moi, je l'ai jamais rencontré, j'ai jamais croisé ce cas-là. Mais je dis que euh, c'est une forme ou un modèle intéressant de Mhm, parce que cela associe entre théorie et pratique en entreprise et ça développe les compétences des stagiaires en terrain. mhm, bien sûr, oui. Ça se compte comme expérience, c'est Mhm, considéré comme une expérience pour. tout à fait, oui.
Et là, j'ai une question parce qu'en fait, c'est un sujet dont j'ai discuté déjà avec des RH. C'est la question du trou dans le CV. En fait, une personne, soit elle est malade, soit elle quitte l'école et elle est un an et demi sans prendre un premier emploi, ou une femme, effectivement, a des enfants, elle décide d'arrêter un peu de travailler et reprend le travail après. Et puis, en Europe, on voit aussi en France, ce sont des salariés qui font des burn-out, qui sont en épuisement professionnel et qui sont en arrêt de travail pendant 6 mois, un an et demi. Comment est-ce qu'on peut, auprès d'un service RH, d'un recruteur, expliquer ça, du trou dans le CV? Est-ce que c'est important pour de justifier ça ou pas? Bah, généralement, les recruteurs, quand ils trouvent un trou de CV ou dans la carrière du candidat, ils se posent la question, est-ce que cette personne est capable de réagir? Est-ce qu'elle est à jour? Est-ce que ses connaissances sont à jour? Ça veut dire quand une personne reste sans activité une bonne période, ça veut dire des mois ou une année. Oui, 6 mois, un an, par exemple, oui. Pour Un an, oui, comme on dit, le monde évolue, les pratiques évoluent, les tendances évoluent. Est-ce que cette personne est capable de réagir en situation au quotidien ouais. alors qu'elle était en inactivité pendant une bonne période? Est-ce que ses connaissances sont actualisées? Est-ce qu'elle est vraiment à jour avec les pratiques d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle a perdu de l'agilité d'esprit, la prise d'initiative, la capacité voilà, de prendre le poste immédiatement et de manière opérationnelle? Et combien de temps il lui faut pour vraiment… redevenir au top de ses capacités? Voilà, exactement. Ouais. En fait, ça veut dire que plutôt que d'essayer de justifier le trou dans le CV, il faut plutôt justifier le fait qu'on est capable, malgré le trou dans le CV, on est capable d'être déjà efficace dans le travail, qu'on est à jour de notre domaine professionnel et qu'on est prêt à travailler tout de suite. Oui, voilà. Si le recruteur peut donner une période d'essai à cette personne pour lui donner une chance de confirmer ça, c'est… D'accord, très bien. Écoutez, il y a plus de questions parmi les participants. Moi, j'en aurais encore éventuellement, mais ça pourrait durer encore quelques heures. Donc, je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. C'est très intéressant de pouvoir discuter avec vous de ces questions de RH, de recrutement, des attitudes des candidats, des qualités qu'il faut qu'ils puissent aussi présenter pour pouvoir être recrutés. C'est aussi très intéressant que vous ne soyez pas en France, mais au Maroc. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, de pouvoir avoir cette diversité-là. La semaine prochaine, ça sera avec Michel Hervy et aller au Luxembourg. Donc, ce n'est pas aussi une vision française. Je vous remercie beaucoup vraiment pour votre participation et votre animation de ce live, Assia El Massafi. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous souhaiteriez ajouter sur ces questions-là? Oui, j'aimerais parler à nos chers jeunes talents et dire que je vais adresser ce message et dire que l'apprentissage n'a pas d'âge. L'apprentissage n'a pas d'espace. Il n'y a pas de contrainte de temps ni d'espace. Il y a le long life learning. Et je vais argumenter par deux citations ou deux paraboles du prophète Mohammed qui dit ça veut dire il faut demander la science, continuer à demander la science du berceau jusqu'au tombeau. On ne doit pas arrêter, on vieillit si on arrête. Et ça, c'est aussi un proverbe japonais qui dit qu'on commence à vieillir quand on arrête d'apprendre. Il n'y a pas aussi de contraintes d'espace et il y a un autre parabole du prophète qui dit ça veut dire il faut demander la science même si elle est en Chine, même si on part en Chine pour chercher la science. Donc, ni contrainte de temps, ni contrainte d'âge, ni contrainte d'espace. Nous avons tous les outils d'apprentissage, nous avons tous les moyens. Nous avons un entourage qui peut nous encadrer. Nous avons des webinaires comme, j'espère que ça va être utile. Mais bon, nous avons tout pour pouvoir développer nos compétences et notre savoir faire et vivre et notre savoir être.
Très bien, merci beaucoup. Dans les projets, j'aimerais bien faire une session avec débat avec plusieurs responsables de ressources humaines de plusieurs pays, si éventuellement vous êtes intéressé à l'avenir pour participer à une session comme ça, de manière à avoir des échanges multiculturels. Voilà. Merci Asia, et puis à une prochaine fois. Merci à vous, Sébastien. C'était un vrai plaisir. Et merci à toute l'audience. Et j'espère à la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.